Il est minuit et demi ici à Paris, 23h30 à Bangui, 22h30 à Bamako. Et merci de votre fidélité à RFI. Tout de suite, la dernière édition d'Afrique Soir avec vous, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. À la une, la Centrafrique, Jean-Francis Bozizé, arrêté vendredi à Bangui, a été placé en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Il est poursuivi pour torture, détournement de deniers publics, complicité d'assassinat et enfin association de malfaiteurs. La République démocratique du Congo n'a pas renouvelé le visa de la représentante de Human Rights Watch. Eda Sawyer, auteur de nombreux rapports sur les droits de l'homme, a dû faire ses bagages. La rupture au Zimbabwe, les anciens combattants alliés historiques de Robert Mugabe ont boycotté hier son discours à la nation. Il lui reproche sa dérive dictatoriale. Au Mali, une fausse alerte, un drapeau noir hissé sur un hôtel de Bamako a été confondu avec un drapeau djihadiste, ce qui a nécessité l'intervention rapide des forces de sécurité. Les deux roues, dangereux au Burkina Faso, au moins 20 accidents par jour dans la seule ville de Ouagadougou, nous dira Yaya Boudani. Enfin, les Jeux Olympiques de Rio, un seul pays africain figure pour l'instant au tableau des médailles, l'Afrique du Sud, et ce n'est sans doute pas fini. On en parlera avec Thomas de Saint-Léger dans le Journal des Sports dans 20 minutes. En Centrafrique, Jean-Francis Bozizé, le fils de l'ancien président, arrêté vendredi à Bangui, a donc été placé en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. À Bangui, Esteban Galliano. Arrivé à 16h30 avec une imposante escorte de la MINUSCA, l'ancien ministre de la Défense est resté environ 1 heure dans le bureau du juge. Au bout de 7 heures, Jean-Francis Bozizé ressort du bureau en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. On écoute son avocat, maître Jean-Louis Opalenia. Il a sollicité et obtenu un temps nécessaire pour organiser sa défense. Cela lui a été accordé comme la loi le prévoit. Le doyen des juges a été juste en accordant ce délai. Et la décision qui est intervenue, c'est qu'il a été mis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Voilà une série d'obligations, dont celle de ne pas se livrer à des activités syndicales ou politiques, ne pas porter d'armes, l'interdiction de sortir du territoire centrafricain ou encore informer les autorités de tout déplacement. Il faut dire que les motifs d'inculpation sont nombreux. C'est un chapelet d'infractions. Depuis l'assassinat, séquestration, détention arbitraire, détournement de deniers publics, actes qui seraient de nature à compromettre la paix publique. Mais aussi pour actes de torture et association de malfaiteurs, Jean-Francis Bozizé encourt une peine allant de 10 ans de réclusion criminelle aux travaux forcés à perpétuité. Esteban Galliano, Bangui, RFI. Peut-être une lueur d'espoir au Soudan. Les groupes rebelles annoncent la signature d'une feuille de route pour mettre fin aux interminables conflits qui ravagent plusieurs provinces, le Darfour, le Nil Bleu et le Kordofan Sud. Le document a été signé sous l'égide de l'Union africaine après de très longues discussions à Addis Abeba. L'étape suivante devrait être la négociation d'un cessez-le-feu permanent. En revanche, dans le pays voisin au Soudan du Sud, on signale de nouveaux combats entre loyalistes et anciens rebelles dans le sud-ouest à la frontière de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Oromo et Amara, 2 régions et 2 ethnies d'Éthiopie endeuillées par une brutale répression policière ce week-end. Le bilan est lourd. L'organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, parle de près de 100 morts et de plusieurs centaines de blessés. Elle accuse les forces de sécurité d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques qui protestaient contre le gouvernement. Dr Awol Allo, spécialiste de l'Éthiopie et chercheur à l'école de sciences politiques et économiques de Londres, revient sur les raisons de la colère du peuple Oromo, un peuple qui représente entre 30 et 40% de la population d'Éthiopie. Les Oromos sont le principal groupe ethnique, non seulement en Éthiopie, mais dans toute l'Afrique de l'Est. Pourtant, historiquement, ils ont toujours été victimes de discrimination. Ils sont marginalisés politiquement, leur culture et leur identité sont reléguées aux marges de la société, et cela s'est accentué ces 25 dernières années. La contestation qui s'exprime actuellement est donc sous-jacente depuis longtemps. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est l'annonce par le gouvernement de ce qu'il a appelé son plan de développement intégré d'Addis Abeba. Les Oromos n'y ont pas vu un projet de développement, mais un instrument politique destiné à vider la périphérie d'Addis Abeba de toute présence ou référence à la culture et à l'identité Oromo. Le plan est temporairement suspendu, mais les Oromos sont persuadés que la politique d'expropriation et de déplacement des populations Oromo va se poursuivre. Des propos recueillis par Florence Maurice.
RFI à Kinshasa, 105 FM. 23h passées de 35 minutes à Kinshasa, les représentants de Human Rights Watch en République démocratique du Congo, la représentante obligée de quitter le pays. Son visa n'a pas été renouvelé. Du coup, Ida Sawyer est partie ce soir après 8 ans passés en RDC. Anne Kantner. La représentante de Human Rights Watch n'a pas eu d'autre choix que de partir. Son visa est arrivé à expiration. Un autre avait pourtant été validé au mois de mai. Il devait durer jusqu'en 2019, mais il a été annulé le mois dernier. Ida Sawyer a alors déposé une nouvelle demande, refusée. Pour Human Rights Watch, c'est un moyen d'étouffer la voix de tous ceux qui dénoncent la répression et les exactions en République démocratique du Congo. Ces 8 dernières années, Ida Sawyer a contribué à la rédaction de nombreux rapports dénonçant des pressions sur les opposants et la société civile, un climat de plus en plus tendu à l'approche de la date prévue pour l'élection présidentielle. La Constitution prévoit en effet un scrutin en principe avant la fin de l'année. Human Rights Watch n'a aucun doute, Ida Sawyer a été sanctionnée parce qu'elle a dénoncé. Le porte-parole du gouvernement congolais, lui, rappelle que les services d'immigration n'ont pas à justifier leur décision. Et le directeur exécutif de Human Rights Watch, Ken Ross, a réagi. La manœuvre du gouvernement congolais ne devrait tromper personne, dit-il. Il s'agit d'une tentative effrontée d'étouffer les rapports sur la répression violente perpétrée par le gouvernement contre les partisans de la limitation des mandats présidentiels. Fin de citation. On reste en RDC. 10 morts dans l'attaque lundi d'un poste de police à Tchimboulou dans le Kasaï central. C'est le bilan fourni par le gouvernement. Le gouvernement qui a envoyé une commission pour enquêter sur les agissements d'une milice dirigée par un chef coutumier. Un chef qui dit aujourd'hui qu'il ne reconnaît pas l'autorité de l'État. Écoutez la réaction de Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement. Le bilan à Tchimboulou est de 10 morts. C'est vraiment quelque chose d'assez regrettable pour nous. 5 policiers ont été tués, découpés à la machette, et ils se sont défendus parce qu'ils ont été attaqués par surprise par des dizaines de jeunes drogués, dont l'âge varie entre 8 et 25 ans, et qui ont été organisés par un chef coutumier qui aurait créé et monté cette milice pendant plusieurs mois et qui a attaqué comme ça plusieurs cibles de manière assez indifférenciée, il faut dire, parce que il y a des prêtres catholiques qui ont été victimes, il y a le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, il y a le commandant Kyungu de la police nationale et la mairie de Tchimboulou qui ont été attaqués, et donc la commission n'a pas pu encore établir exactement les motivations de cette bande armée qui s'est constituée autour de ce chef Kamwena Sampo, comme il s'appelle. Lambert Mende au micro de Sonia Rollet. Dans le nord-est du Nigeria, les exactions des djihadistes de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest fait planer la menace de la famine. La FAO réclame 10 millions de dollars d'aide d'urgence pour soutenir le secteur agricole à l'approche de la saison sèche. On reste au Nigeria avec cette attaque hier matin dans le delta du Niger d'un régiment nigérian. Selon l'armée, 3 soldats ont été tués. Les assaillants sont repartis avec des armes et des munitions. L'armée s'est lancée à leur poursuite. Les habitants ont fui, eux, par peur de représailles. Cette région très riche en pétrole attire toutes sortes de convoitises. Depuis plusieurs mois maintenant, un groupe rebelle qui se fait appeler les Vengeurs du Delta du Niger sabote les installations pétrolières qui ont été placées sous la protection des militaires. Encore un mot du Nigeria pour vous dire que les 2 ressortissants chinois enlevés par des hommes armés près d'Abuja ce week-end ont été finalement libérés par leurs ravisseurs. Selon la police nigériane, aucune information n'a été donnée quant au paiement éventuel d'une rançon. RFI à Bamako, 98.5 FM. Il est 11h-20 à Bamako. Cette fausse alerte à présent au Mali. Un drapeau noir hissé sur un hôtel de Bamako a été confondu avec un drapeau djihadiste. Les forces de sécurité sont aussitôt intervenues à Bamako. Anthony Fouchard. Cette fausse alerte a au moins eu le mérite de prouver que les forces de sécurité maliennes à Bamako étaient capables de réagir vite et bien en cas d'événement de ce genre.
Peu après midi, des témoins appellent la gendarmerie du quartier de Faladier en expliquant qu'un drapeau noir flotte sur l'hôtel Royal. C'est un petit établissement modeste en périphérie de la capitale. Aussitôt, un important dispositif est mis en place. Le peloton d'intervention de la gendarmerie établit un périmètre de sécurité. Les commerçants présents aux alentours, eux, sont priés de fermer temporairement les boutiques, tandis que les militaires fouillent l'hôtel. À l'intérieur, ils ne trouvent que la gérante qui a trouvé judicieux de protester contre la saisie des comptes de son hôtel en écrivant ses revendications sur un drapeau noir. Elle a été interpellée pour pouvoir être interrogée par les enquêteurs. Selon le porte-parole du gouvernement, aucun coup de feu n'a été tiré et aucun matériel lié de près ou de loin à la mouvance djihadiste n'a été retrouvé sur les lieux. Anthony Fouchard, Bamako, RFI. L'Afrique australe à présent et le Zimbabwe, Robert Mugabe lâché par ses plus proches alliés. Les vétérans de l'indépendance ont en effet boycotté son discours hier, discours à la nation qui devait être prononcé à l'occasion de la journée consacrée aux héros de la guerre d'indépendance du pays. Le Zimbabwe traverse une vague de contestation depuis plusieurs semaines maintenant. Le pays s'enlise dans la crise économique et les difficultés et même les anciens combattants de l'indépendance traditionnellement proches du président Mugabe prennent aujourd'hui leur distance avec le pouvoir. Chloé Gandolfo. Le point de rupture, c'était fin juillet, quand les anciens combattants de l'indépendance ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas le président Robert Mugabe à la prochaine présidentielle de 2018. Les vétérans zimbabwéens dénoncent les dérives dictatoriales du président et son échec à résoudre la grave crise économique qui accable le pays depuis 2000. Le chef de l'État a vécu cet éloignement comme une trahison, car les anciens combattants ont toujours soutenu Robert Mugabe depuis qu'il a été élu premier président du Zimbabwe en 1980. En représailles, le président zimbabwéen a fait arrêter pour trahison 3 représentants de l'Association nationale des vétérans de l'indépendance. Depuis, les relations entre Robert Mugabe et ses soutiens traditionnels sont officiellement rompues. Nous nous sentons floués, a déclaré le porte-parole de l'association pour justifier l'absence des vétérans au discours de Robert Mugabe lundi. Le président du Zimbabwe, de son côté, a appelé à la fin des manifestations contre son régime. Il les compare aux révolutions du printemps arabe de 2011. Chloé Gandolfo dans Afrique Soir. Près de 300 animaux abattus en raison d'une épidémie de fièvre afteuse dans l'île Rodrigue. Les autorités parlent de catastrophe pour cette petite île de l'océan Indien située au large de l'île Maurice. La fièvre afteuse, on le rappelle, est une maladie virale très contagieuse. Elle touche les bovins, les porcs, les chèvres ou encore les moutons. RFI à Ouagadougou, 94 FM. Et nous allons parler des dangers de la route, plus précisément des dangers des 2 roues. Allons au Burkina. La seule ville de Ouaga a enregistré plus de 1700 accidents durant le premier trimestre de cette année, soit en moyenne 20 accidents chaque jour. Les 2 roues sont impliqués dans la majorité des cas, 96% des cas. En tout, les accidents ont fait au total 2000 victimes. On déplore 15 décès et selon l'Observatoire sécurité de la commune de Ouaga, les motos constituent le mode de déplacement le plus dangereux à Ouaga. Yaya Boutani. Il y a des jours et des heures où se déplacer sur une motocyclette à Ouagadougou devient très dangereux. L'assistant de police municipale Naba Oukawe est chargé de l'observatoire de sécurité de la commune de Ouagadougou. Très tôt le matin, c'est-à-dire entre 7h à 8h, et un peu dans la soirée, c'est-à-dire à partir de 19h jusqu'à 21h que le taux d'accident est très élevé, ce que nous appelons les heures de pointe des accidents de la circulation routière. Nous avons remarqué que c'est au niveau des samedis et dimanches que le nombre d'accidents est très élevé. Même si les motocyclettes sont plus exposées, selon l'Observatoire de sécurité de la capitale, 85% des accidents sont dus à l'excès de vitesse, au non-respect des feux tricolores ou à l'utilisation manuelle des téléphones portables en conduite. Pour emprunter la voie, il faut connaître les indications qui sont prescrites sur celle-ci, c'est-à-dire à travers les différentes signalisations. Et pour connaître cela, il faut forcément que chacun, à défaut du permis de conduire, qui puisse quand même avoir le code qui explique comment circuler. Les personnes âgées de 16 à 35 ans, surtout les hommes, ont été plus impliquées dans des accidents de la circulation durant le premier trimestre de l'année 2016. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI.
Et nous restons au Burkina Faso avec ce décret officiel. Il concerne l'exportation d'ânes, de chevaux et de chameaux. Eh bien, les exportations sont désormais interdites. L'abattage, lui, est réglementé. Le décret vise surtout à éviter l'extermination des ânes, dont le nombre est estimé à plus d'1 million au Burkina et dont les peaux sont exportées vers le continent asiatique. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir. Il est 1h moins le quart ici à Paris. Merci de rester en notre compagnie. Dans quelques instants, Thomas de Saint-Léger nous rejoindra pour le journal des sports, journal des Jeux Olympiques de Rio, bien sûr. On reviendra sur le fait que l'Afrique du Sud est pour l'instant le seul pays qui figure au tableau des médailles avec 2 médailles d'argent. Et ce n'est sans doute pas fini. À suivre également les meilleurs moments d'appel sur l'actualité. Ce sera le Zapping, l'émission de Nicolas Brousse, présentée, en tout cas qu'il présente en ce moment. Et vous étiez nombreux à réagir à l'investiture à N'Djamena du président tchadien Idriss Déby. Mais avant cela, notre invité. Douleur de la guerre au Nord Kivu, témoignage d'un rescapé, c'est le titre de l'ouvrage écrit par Philémon Mumbere Lukombola. Le rescapé, c'est lui, Philémon, en 1996, lorsqu'il fuit, comme des milliers d'autres, l'avancée des troupes de Kabila Père, l'AFDL. Il est grièvement blessé. Aujourd'hui, il a 34 ans. Philémon Mumbere Lukombola veut témoigner des atrocités de la guerre avec des mots simples, bien loin des discours de géopolitique ou de la diplomatie. Et il répond aux questions de Jean-Jacques Loarne. Philémon Mumbere Lukombola, bonjour. Bonjour. Enfant, dans votre village de Kisanga, vous craignez le Etchirimu, en français le monstre, un monstre imaginaire, conté, raconté aux petits. Et quelques années plus tard, les vrais monstres ont déferlé dans l'est du Zaïre, plus tard la RDC. Avant l'arrivée de la guerre, nous craignions seulement un monstre imaginaire qu'on appelait Etchirimu. Il n'y avait pas d'hommes armés, donc c'était seulement ça qu'on craignait. Et ensuite, les vrais monstres sont arrivés dans l'Est. Ah oui, les guerriers sont arrivés. Ils assassinent tout ce qu'ils racontent sur leur chemin. Et enfant, comme tous les enfants, vous avez joué à la guerre, mais à 14 ans, vous êtes vraiment blessé. 4 balles vous transpercent. Oui, c'était quand la guerre de l'AFDL était arrivée à Goma. À l'époque, j'avais 14 ans. On avait fui vers l'intérieur de la province. Au cours de la fuite, nous étions tombés entre les mains des belligérants qui avaient assassiné beaucoup de gens à ma présence. Et moi, j'avais reçu 4 balles, j'avais fait 48 heures dans des cadavres avant que je sois ramassé par les gens qui allaient au champ. On nous avait ramenés à Goma, moi, avec d'autres rescapés qui avaient survécu de la guerre. C'était le 6 novembre 1996. À l'époque, il y avait au moins 4 forces. Il y avait les militaires de Mobutu, il y avait aussi les militaires de l'AFDL, et les groupes armés, mais aussi les réfugiés qui fuyaient l'avancée de l'AFDL. Comment un adolescent peut-il vivre et survivre à tant d'horreurs ? Bon, grâce à Dieu, j'ai survécu, malgré les 4 balles que j'avais reçues. Vous avez perdu une partie de votre famille aussi ? Effectivement. Et beaucoup de gens, puisque lorsqu'on avait quitté Goma, on était des milliers de personnes. Vraiment, on avait assassiné beaucoup de gens à ma présence. Aujourd'hui, comment vous vivez après un tel passé ? Et lorsque j'écris des livres, ça me débarrasse de quelques traumatismes. Ça me détraumatise à quelque sorte. L'écriture vous aide ? Effectivement. La guerre tue aveuglement, elle n'apporte rien, écrivez-vous à la fin de votre ouvrage. Et vous espérez que nos dirigeants, vos dirigeants, retiennent les leçons du passé. Pour que la guerre ne se répète plus. Ce que je peux dire, à nos dirigeants, même à ceux qui m'écoutent partout au monde, de faire en sorte que la guerre n'éclate plus dans mon pays, parce que ça fait du mal. Il y a des orphelins partout qui vivent sans espoir. Alors il faudrait que la guerre cesse. Vous diriez qu'il y a toujours un état de guerre dans l'est de la RDC aujourd'hui ? Même à ce moment, à l'intérieur, il y a des combats entre les groupes armés qui assassinent aveuglément les gens. Comment dire les séquelles pour les populations aujourd'hui et pour vous-même ? Quels mots ? Ce que je peux dire, il y a la vie après la guerre. Malgré ce que j'ai vécu, quand même, j'ai tenté de me rétablir petit à petit et reconstruire ma vie. Par exemple, grâce à la littérature. La guerre n'est pas bonne car elle tue aveuglément les gens. Il faut l'éviter à tout prix. Aujourd'hui, vous travaillez ?
Je vais dans le débrouillardisme. C'est-à-dire? Donc, il y a parfois, soit je monte des meubles pour trouver quelque chose pour la survie. Et pourtant, vous êtes diplômé de la faculté de Goma en relations internationales. Je n'ai pas encore trouvé de l'emploi. Philémon Mumbere Lukombola, merci. Oui, c'est moi qui vous remercie. Philémon Mumbere Lukombola, auteur du livre « Douleur de la guerre au Nord Kivu », témoignage d'un rescapé, il répondait aux questions de Jean-Jacques Louarn. Le journal des Jeux. Thomas avec nous, Thomas de Saint-Léger. Rebonsoir Thomas. Rebonsoir Sylvie, rebonsoir à tout le monde. Alors au 4e jour de la compétition, un seul pays africain figure au tableau des médailles. L'Afrique du Sud, 2 fois en argent grâce aux nageurs Cameron Vandenberg et Chad Leclos. La moisson sud-africaine pourrait même se poursuivre avec l'équipe de rugby à 7 masculine. On est encore très loin de la finale, c'est seulement la première journée du tournoi, mais c'est vrai, les Sud-Africains font déjà figure d'épouvantail dans cette compétition. Les Box ont balayé l'Espagne 24-0, puis l'équipe de France 26-0, alors que la Nouvelle-Zélande, l'autre grand favori, s'est incliné face au Japon. C'est une énorme surprise. Les Blacks qui ont quand même remporté leur 2e rencontre face au Kenya. Pour le Kenya, c'est une 2e défaite en 2 matchs. On continue de parler de sport collectif avec cette fois une déroute, celle de la Tunisie en handball. Après l'équipe de France, les Tunisiens ont subi la loi du Danemark, 31-23. Les Aigles de Carthage, 8e à Londres il y a 4 ans, sont très mal embarqués dans la course au quart de finale, dernier du groupe A avec 0 points. Ça ne se passe pas vraiment mieux pour la sélection zimbabwéenne féminine de football, corrigée pour la 3e fois depuis les débuts de la compétition, cette fois par l'Australie, 6-1 score final. L'Afrique du Sud se mesure au Brésil tout à l'heure à 1h, temps universel. Et l'Afrique du Sud, justement, on évoquait tout à l'heure ces 2 médailles individuelles en natation, ces chances en rugby à 7 et un 3e podium est espéré dès cette nuit et c'est encore en natation. Et c'est un nom qu'on a déjà cité, Chad Leclos, médaillé, on l'a dit, sur le 200 mètres nage libre, médaillé d'argent. Il défendra tout à l'heure son titre olympique du 200 mètres papillon. Problème, en face de lui, il y aura le meilleur nageur de l'histoire, l'Américain Michael Phelps, pour une revanche très attendue des Jeux de Londres il y a 4 ans. Souvenez-vous, le Sud-Africain avait remporté le premier round de ce duel épique, 2e épisode donc tout à l'heure. On va parler de boxe avec le porte-drapeau du Cameroun, Wilfried Sy, qui passe le cap du premier tour. Le jeune médaillé d'or des derniers Jeux africains, 18 ans seulement, s'est défait du Colombien Jorge Luis Vivas dans la catégorie des poids moyens. C'est terminé en revanche pour le Mauricien Merven Clair et pour le Congolais Anuel Gamisengue, battu par l'Algérien Ilyas Abadi dans un combat qu'il pensait pourtant avoir dominé. Oui, un peu de sentiment d'avoir gagné parce que il a remarqué au niveau de la frappe, je lui faisais mal et du tout techniquement. Il commençait à boxer à distance et moi j'ai pris le dessus du ring. J'étais le patron du ring et j'ai mené le combat, mon jeu. La décision est prise et voilà. Il a réussi quand même à te contrer de temps en temps, c'est ça? Ouais, bien sûr, j'ai eu le sentiment là parce que j'étais pas assez déterminé. Il y avait un peu de la pression au niveau technique, au niveau moral, voilà. Tu étais arrivé ici avec quelles ambitions? De repartir avec une médaille d'or. J'ai promis à ma famille, j'ai promis à tous qui me soutiennent. Malgré les circonstances, je leur ai promis de rentrer avec une médaille. Dommage, ça n'a été pas le cas. Noël Gamisengue au micro d'Éric Chorin, et pour être complet sur la boxe, on signalera enfin la qualification pour les quarts de finale de la catégorie poids léger de l'Algérien Reda Benbaziz, vainqueur du Russe Adlan Abdourachidov. En tennis de table, c'est un match historique pour tout le continent africain qui doit débuter dans un peu plus d'une demi-heure. On en parlait dans la première édition d'Afrique Soir. Exactement, Sylvie, historique parce que le Nigérian Quadri Haruna, 40e joueur mondial, deviendra le premier Africain à disputer un quart de finale olympique dans cette discipline, le tennis de table, le ping-pong, comme on dit parfois. Et pour passer au tour suivant, il devra sortir le match de sa vie. Il n'y a pas d'autre solution. De l'autre côté de la table, c'est une montagne qui se dresse. Le Chinois Ma Long, numéro 1 mondial, quintuple champion du monde et sacré par équipe il y a 4 ans aux Jeux de Londres. Allez, on va parler d'escrime avec une journée plutôt difficile pour le champion d'Afrique
l'Afrique des Paix, le Sénégalais Alexandre Bouzaïd. Bouzaïd éliminé au premier tour de la compétition par le Hongrois Gabor Bosco, 15 touches à 9. L'Égyptien Ayman Faez est lui tombé en 8e de finale. Et puis en judo, catégorie moins de 63 kilos, la Française d'origine togolaise Clarisse Agbenienou est passée tout près de l'or. Elle trébuche finalement sur la dernière marche, battue par la Slovène Tina Strenjak. Elle finit donc avec quand même une très belle médaille d'argent autour du cou. Merci, c'était le journal des sports des JO présenté par Thomas de Saint-Léger ici à Paris. Puis évidemment, toute l'actualité olympique, c'est à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Et puis ne manquez pas nos rendez-vous ponctuels dans les éditions matinales et toute la journée dans les journaux de Radio France Internationale. Merci à Antoine Prénat qui réalise cette émission. Afrique Soir, restez à l'écoute, l'info continue. Musique du monde, Laurent Salouard. C'est sous le nom de L'étrangleuse que le duo lyonnais Maël Salette à la guitare et Mélanie Viro à la harpe se présente au monde. Pour la peine, ils joueront avec un autre personnage du nom de Borja Flames, un Espagnol exilé à Paris, matelot, barman, poète, musicien. Bref, un cocktail merveilleux pour rêver et se perdre. Musique du monde, Laurent Salouard. Tout à l'heure, à partir de 1h10 TU. RFI. L'épopée des musiques noires. Pendant tout le mois d'août, Joe Farmer revient sur les grandes figures disparues en 2016. Le 24 avril dernier, le chanteur afro-américain Billy Paul nous quittait à l'âge de 81 ans, une disparition totalement éclipsée par celle de Prince 3 jours plus tôt. Billy Paul était pourtant une figure éminente de la soul music, injustement sous-estimée. L'épopée des musiques noires, Joe Farmer. Tout à l'heure, à partir de 19h30 TU. RFI. Autour de la question. Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité. Demain. Quelle nouvelle de Rosetta en orbite autour de la comète Chury? Le robot Philae va-t-il se réveiller? Que nous révèlent les dernières images sidérantes du sol de la comète sur les origines de la vie? Autour de la question. Caroline Lachowski. Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU. RFI. Jusqu'au 21 août, vivez les Jeux Olympiques de Rio sur RFI. Suivez avec nos envoyés spéciaux les journaux des JO, nos reportages, nos éditions spéciales, des interviews, des analyses et les cartes postales des Jeux. La radio du monde se met à l'heure de Rio pour vous faire vivre la quinzaine olympique. Jusqu'au 21 août, RFI est la radio des Jeux. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Le président tchadien Idriss Déby Itno a commencé son 5e mandat, signe de stabilité ou d'autoritarisme. Voici ce que vous en disiez. Il devenait conséquemment impératif d'avoir un pouvoir central fort en N'Djamena pour assurer l'unité nationale d'une part et surtout protéger le peuple tchadien des menaces non moins dangereuses qui sévissent au-delà de nos frontières. L'opposition tchadienne n'a aucun ancrage national, aucune vision sécuritaire, aucun programme digne de ces qualificatifs. L'opposition doit se rendre à l'évidence que son heure n'est pas arrivée. Idriss Déby n'a pas du tout été élu. Personne n'a voté Idriss Déby. C'est un dictateur. Il nous a dit qu'il nous a apporté la démocratie. Mais sa démocratie, ça sert à rien. Il s'est caché derrière le multipartisme. Posez bien la question à Idriss Déby si le multipartisme existe au Tchad. Si la démocratie existe au Tchad. Qui a voté Idriss Déby jusqu'au point où il a été élu à 61%? On a voté. Mais qui a voté Idriss Déby? Qui nous dit? Aujourd'hui, on a quand même une certaine paix au Tchad et dans certains pays voisins. On est envoyé de l'autre côté par les djihadistes à la Libye. On est envoyé par les Boko Haram au Nigeria, au Niger, au Cameroun. Il n'y a pas d'attentat au Tchad. Si aujourd'hui Idriss Déby n'est pas là, le Tchad sera comme la Syrie et l'Irak. Donc avant tout, c'est la sécurité. La présence de la France qui oublie complètement le peuple. Où est cette France qui est chantre de droits de l'homme? Elle n'y est plus. Elle ne soutient que des dictateurs qui oppriment le peuple. Le président Idriss Déby n'est entouré que par des voleurs. Lui-même, il le dit, je suis entouré de voleurs, mais il ne fait rien. Et le pays aujourd'hui se retrouve dans la situation de crise financière que tout le monde connaît. On n'exploite jamais le potentiel des Tchadiens. On ne marche qu'avec des cancres, des gens médiocres. On me dit que le Tchad est un pays démocratique. C'est totalement faux.
Et demain, réagissez à la situation en Libye. Les forces loyalistes tentent de reprendre Sirte avec notamment un appui des États-Unis. Pensez-vous que le pays retrouvera sa stabilité? 33 9 693 693 70. Nous vous attendons. Et c'est ainsi que se referme Afrique Soir. Toute l'équipe vous salue bien. Guillaume Bédran, Sébastien Nemeth, Antoine Prena. Restez avec nous. L'info revient dans une trentaine de secondes. Et puis un grand merci pour votre fidélité. Bonne soirée. Découvrez le site des savoirs de RFI, la nouvelle bibliothèque virtuelle qui vous permet de tout comprendre sur l'histoire, les sciences, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers organisés par thème pour apprendre et enseigner avec des cours de français, approfondir vos connaissances et rejoignez la communauté sur savoir@rfi.fr. RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français.